présenter. C'est l'auditoire qui jugera du caractère optimiste ou pessimiste de ma conclusion. Vous avez peut-être vu, ça ne date pas d'hier, ça date à mon sens d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années, c'était un film qui s'appelait Contact, dont l'héroïne était une sorte de Jeanne d'Arc, jouée par Jodie Foster, et le thème c'était celui de l'organisation SETI, qui est une organisation d'astrophysique où on essaie de contacter, de découvrir des signes d'activité de type humaine, de type intelligent dans l'univers. Et dans ce film, que je vous laisse le soin de voir parce qu'il est amusant, il y a un contact, et c'est un contact par une civilisation qui veut nous sauver. Alors le terme est d'actualité, parce que si l'on regarde les conclusions de la COP21, il est important que des gens viennent de l'extérieur pour nous aider. Peut-être Dieu, mais il faudrait qu'on l'invite, qu'on l'invente, qu'on l'invite très rapidement. Ce thème de la communication avec des étoiles, pas tellement pour leur envoyer des signaux, mais pour essayer de capter une activité du type de la nôtre, a été repris cette année. Il y a un projet beaucoup plus ambitieux que le SETI qui vient d'être lancé. C'est M. Stephen Hawking, le physicien bien connu de Cambridge, qui a patronné ce projet. On met à la disposition maintenant des astronomes des moyens décuplés, ou encore plus que décuplés, qui nous permettent de chercher des signaux de manière massive dans l'univers, et pas de la manière dont on le faisait. Deux remarques de Stephen Hawking à ce propos sont intéressantes à relever. La première, c'est que si nous entrons en contact avec d'autres civilisations extraterrestres, nous espérons qu'elles seront plus intelligentes que nous. C'est un peu le thème du film Contact, c'est-à-dire que nous puissions bénéficier du fait d'avoir rencontré ces extraterrestres qui pourraient nous produire des solutions aux problèmes qui se posent à nous dans l'urgence. Mais l'autre remarque qu'il fait est aussi pertinente. Il ne faut pas qu'elle soit trop intelligente. Sans quoi la lecture de nos livres d'histoire, la lecture de l'actualité pourrait nous considérer comme une vermine dont il s'agit de se débarrasser le plus rapidement possible. Une équipe de chercheurs britanniques, messieurs Stevens, Forgan et O'Malley, viennent de publier un article où ils font une remarque à ce sujet-là. Ils font la remarque suivante, c'est qu'il n'est pas certain qu'une civilisation avancée ait la capacité à survivre. Ils font la remarque que les civilisations avancées découvriront, comme nous l'avons fait, le pouvoir du nucléaire, et que si nous avons survécu jusqu'ici un peu de manière miraculeuse à la possibilité de nous détruire entièrement avec un arsenal thermonucléaire très puissant, il n'est pas certain que d'autres civilisations résistent longtemps à cela. Et analysant des données, je dirais, d'actualité, il souligne également qu'il est bien possible que des civilisations avancées au point de pouvoir inventer des techniques qui leur permettent de communiquer avec l'extérieur soient des civilisations qui soient prises dans des problèmes structurels et organisationnels insolubles, et pas que par conséquent elles disparaissent rapidement après avoir inventé ces techniques. C'est-à-dire que, insiste-t-il, il ne faudrait pas chercher uniquement des preuves d'intelligence en activité, mais peut-être des restes sous la forme d'artefacts, sous la forme d'objets que nous pourrions découvrir dans l'univers. Et vous avez peut-être vu très récemment, il y avait la découverte d'une exoplanète dans un autre système stellaire, mais où l'étoile était cachée par un objet absolument massif qui ne pouvait pas être une planète, et dont les chercheurs se posent la question s'il ne s'agissait pas d'un artefact, comme un immense miroir qui aurait été placé là en orbite. Donc, hypothèse de ces chercheurs, il n'est pas certain qu'une civilisation qui arrive à communiquer à l'extérieur puisse survivre longtemps au fait qu'elle le fait. Il faudrait peut-être que nous cherchions plutôt des machines. Et ils attirent donc l'attention sur le fait qu'une grande capacité technique ou technologique ne signifie pas qu'une espèce est capable de se sauver elle-même. Et c'est un petit peu la question qui se pose maintenant. C'est la question que Platon avait résumée sur la forme de la communication entre le philosophe et le prince.
Le prince devrait devenir philosophe, dit-il, s'il est prince par destination, et le philosophe devrait essayer de devenir prince pour mettre en acte les actes qui sont les conséquences des découvertes qui sont faites. Et si vous regardez l'activité récente, par exemple les élections régionales, vous vous rendez compte que cette capacité n'est pas la nôtre. Non seulement elle n'est pas décelable dans la période qui sépare Platon de nous-mêmes, c'est-à-dire 25 siècles, mais nous ne la voyons pas encore à l'œuvre parmi nous. C'est-à-dire que notre grande capacité technologique ne nous a pas encore donné les moyens de faire communiquer notre compréhension du monde tel qu'il est et les décisions qu'il faudrait prendre. Et je reviendrai là-dessus en conclusion, sur le pourquoi de cela. Monsieur Martin Rees est l'astronome royal en Grande-Bretagne. C'est un titre honorifique, mais c'est une grande personnalité de l'astronomie. Il attire l'attention sur le fait que les conditions qui permettent à une espèce comme la nôtre de survivre sont extrêmement restreintes. Il dit qu'il faut que nous nous débrouillons dans une couche d'air de 22 km et demi, avec une combinaison tout à fait particulière d'une atmosphère de composition spéciale, des quantités d'eau et de la roche du silicium sous forme altérable qui puisse produire d'autres choses. Et c'est vrai que quand nous réfléchissons à qui nous sommes, il est vrai que toutes les 5 à 10 secondes, nous devons nous approvisionner en oxygène, que toutes les heures, toutes les 2 ou 3 heures, il faut que nous avions accès à de l'eau ou à un liquide à base d'eau, et il faut que 2 à 3 fois par jour, nous puissions nous alimenter avec des produits qui doivent avoir une composition bien spécifique pour être comestibles. Ce sont des conditions extrêmement exigeantes, ce qui permet de penser qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait ailleurs dans l'univers des endroits où ces conditions aient pu être réunies. Alors on tombe sur l'hypothèse anthropique. Comment se ferait-il qu'il n'y aurait que nous dans un univers? La mécanique quantique nous donne la réponse. Il se peut qu'il y ait des infinités d'univers et qu'il se fait que simplement celui dans lequel nous sommes, malgré ces myriades d'étoiles, n'est produit que nous à ce niveau-là. Nous avons déjà produit des machines qui peuvent vivre dans d'autres conditions, qui ne sont absolument pas liées à ces contraintes extrêmement exigeantes d'accès à de l'eau, de l'air, un substrat rocheux, et ainsi de suite. Nous avons déjà envoyé 5 objets en dehors de notre système stellaire, 2 sondes Pioneer et 2 sondes Explorers et un objet appelé Horizons. Nous avons la capacité de les envoyer en dehors même de notre système stellaire et nous l'avons fait. Nous avons des stations qui sont en opération sur Mars et sur une comète. Moi je vais avoir 70 ans. Si on m'avait dit quand j'étais petit que je vivrais encore à une époque où il y aurait une sonde en train d'explorer la composition d'une comète, j'aurais trouvé ça formidable. Nous sommes capables de le faire. Mais il nous manque cette capacité, je dirais, de prendre des décisions à la hauteur de notre capacité à faire ce genre de choses. Donc nous avons déjà conçu des machines extrêmement puissantes. La question qui s'est posée ces jours-ci, c'est la capacité de produire des machines intelligentes. On appelle dans le vocabulaire des discussions qui ont lieu autour de l'intelligence artificielle, on appelle singularité l'apparition d'une machine intelligente qui nous dépasserait sur la quasi-totalité de nos capacités. On a vu que nous sommes déjà prêts. Quand moi j'ai travaillé dans ce domaine à la fin des années 80, il y avait plusieurs rouleaux d'étranglement. Il y avait des endroits où on avait l'impression qu'on était bloqué. On est parvenu à passer à travers ces obstacles. On a vu ce matin une présentation qui nous montre la machine est capable de découvrir, de reconnaître des objets avec une très très grande précision. Monsieur Giuseppe Lambo a fait immédiatement une objection à cette capacité en mettant en évidence qu'il s'agit de conditions extrêmement simplifiées qui sont en fait produites à la machine et que nous avons, nous, la capacité de réagir autrement. Par exemple, à l'image d'un lion caché dans un paysage,
derrière un buisson, et notre capacité est interpréter rapidement le mouvement comme étant significatif. Et son objection est absolument valide, mais j'ai fait allusion au fait que j'ai travaillé moi-même dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un projet qui était patronné par les British Telecom, une compagnie britannique, et j'ai écrit un livre qui est un peu un commentaire sur le système que j'avais mis au point à l'époque, qui s'appelle ANELA, Associative Network with Emerging Logical and Learning Abilities, système associatif, réseau associatif aux propriétés émergentes d'apprentissage et de logique. Et là, l'originalité de ce projet, c'était que les capacités algorithmiques, computationnelles du système étaient associées à la simulation d'une dynamique d'affect. Dynamique d'affect qui permet de résoudre les objections, enfin de répondre aux objections de M. Longo. Parce que si la reconnaissance d'objets est associée à de la peur ou de l'enthousiasme, une réaction positive ou une réaction négative, même s'il s'agit d'une pure simulation, la question n'est pas de savoir si la machine est consciente de ce qu'elle fait ou non, mais le fait qu'il y ait une dynamique d'affect qui lui fait filtrer l'information, c'est-à-dire que si l'image est celle d'un lion, ils réagissent tout à fait autrement que si c'est l'image d'une boîte en carton, fait la différence. Et le système, je dirais, j'ai mis ça au point en 1988 et en 1989, et ce système avait déjà une puissance qui était, je dirais, assez remarquable pour l'utilisateur, simplement parce qu'effectivement, il y avait une dynamique d'affect associée. Ma formation est celle d'anthropologue. Il y a un anthropologue célèbre, décédé aujourd'hui, qui s'appelait Bulmer, qui est un Ralph Bulmer, qui avait demandé au Kalam de Nouvelle-Guinée, chez qui il vivait, de faire une taxonomie des espèces animales autour d'eux. Il l'avait réduite en fait à celle des oiseaux, mais il avait fait émerger la manière dont cette classification, que nous appelons primitive pour une raison qui va apparaître immédiatement, dont elle fonctionnait. Il avait demandé à un informateur de la population Kalam de faire la classification lui-même. Et celui-ci avait spontanément classé les oiseaux en catégories telles que oiseaux sous la forme desquels les femmes apparaissent en rêve, oiseaux qui nous surprennent quand nous les découvrons inopinément, oiseaux qui nous transmettent des messages par leurs cris, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qui apparaissait dans cette classification primitive, c'est que le moteur de notre raisonnement, dans le cas des Kalam, le moteur de notre raisonnement, ce sont des réactions affectives, et qu'en particulier, nous plaçons les animaux qui nous font peur, qui sont dangereux pour nous, nous les plaçons à un autre endroit. Si nous voulons que la machine nous ressemble véritablement, il faut qu'elle agisse de cette manière-là. Il faut que son raisonnement soit fondé par une dynamique d'affect, de reconnaissance, le fait que la machine réagisse positivement au fait qu'on aime bien ce qu'elle dise, et négativement au fait qu'on n'aime pas ce qu'elle dise, et qu'elle classe l'information quand elle la reproduira en fonction de ça. Donc, à l'objection de M. Longo, je dirais que le problème est soluble. Et l'intelligence artificielle n'a pas vraiment utilisé encore cette proposition que j'ai faite il y a longtemps, mais c'est là dans la littérature, c'est à la disposition qui voudrait l'utiliser. Monsieur Martin Rees, si je le mentionne, c'est essentiellement parce que son hypothèse, c'est que nous allons disparaître très bientôt et que la relève est opérée par les machines. Il considère que notre rôle de notre espèce en tant que telle, par comparaison avec celle d'autres, c'est que notre capacité bien particulière à l'inventivité nous a permis au monde autour de nous, il ne s'agit pas véritablement du vivant, mais de produire la génération suivante de la manifestation du vivant, si l'on veut, c'est-à-dire le remplacement de nous-mêmes par la machine. Et cela s'accorde, je dirais, assez bien avec l'hypothèse de ces trois chercheurs britanniques que j'ai mentionnés, qui est que notre capacité à survivre au développement machinique que nous voyons maintenant n'est pas nécessairement assurée,
et que s'il y a une sorte de dessin universel qu'on le considère comme divin ou purement, je dirais, accidentel, à la Dawkins, je dirais, du gène intelligent, que le destin, notre destin, serait peut-être d'avoir fait venir l'avènement de la génération suivante et qui est celle de la machine. C'est un peu le terme de Terminator pour mentionner une autre référence en science-fiction. Et la deuxième partie de mon exposé, ce serait d'un peu de tester cette hypothèse de Martin Rees à la lumière de ce qui se passe autour de nous. Parce que les choses que nous observons, en particulier, si nous regardons justement la numérisation, si on regarde par exemple cette notion de big data, et je me souviens, moi c'était il y a quelques années, on m'avait fait venir, c'était des consultants dans le domaine de justement, je crois qu'ils travaillaient pour une grande firme qui s'occupait du big data, et on me prenait comme une sorte de témoin, on m'expliquait, on me disait voilà, il y avait un obstacle qui était celui de suivre par GPS quelqu'un à l'intérieur d'un espace couvert. Bon, ça a été résolu et donc on va pouvoir maintenant repérer des consommateurs à l'intérieur de grands centres commerciaux. Alors, le produit que nous sommes en train de mettre au point, le produit suivant, c'est celui qui, au moment où vous entrez dans un centre commercial, vous dira rendez-vous, votre téléphone, votre smartphone prendra la parole, comme il le fait déjà sur le GPS quand vous conduisez, pour vous dire allez à tel magasin acheter telle paire de chaussures. Et vous pourriez répondre à la machine, mais je ne suis pas venu pour acheter des chaussures, et la machine vous répondrait, oui, mais si vous ne le faites pas, dans 23 jours, vous viendrez dans ce magasin pour acheter cette paire de chaussures, pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Et ça rejoint cet argument qu'on a entendu hier, c'est-à-dire que le big data va nous permettre de gagner du temps que nous allons utiliser. Là, la question se pose, utiliser à quoi dans un monde où nous sommes de plus en plus remplacés par la machine. Nous sommes remplacés par le robot pour les tâches manuelles, nous sommes remplacés par le logiciel pour les tâches de type intellectuel. Vous avez dû voir ces études, diverses ont été faites sur différents pays par différents cabinets d'études sur le fait que d'ici l'horizon 2030, nous serons remplacés dans 43% de nos activités ou dans 37%, etc. Avec des chiffres à l'appui et montrant pourquoi. L'erreur de diagnostic d'un médecin moyen est de l'ordre de 10%, celui de la machine qui peut faire du diagnostic médical maintenant est en dessous de 1%. Pourquoi est-ce que les compagnies d'assurance, pourquoi est-ce que la sécurité sociale conserverait le médecin avec son rendement médiocre? Le logiciel est en train d'avancer. Dans ces études qui nous disent 30%, 40% de nos activités vont être remplacées, il y a une certaine naïveté. C'est souvent fait par des gens qui n'ont pas, je dirais, la familiarité du logiciel lui-même. Ils évaluent en particulier mal quelles sont les tâches où nous pourrions être remplacés ou non. Et en particulier, on a parlé d'algorithmes tout à l'heure, des tâches qui sont complexes pour nous. Par exemple, parce qu'elles demandent de descendre de plusieurs niveaux, puis de remonter de plusieurs niveaux dans le raisonnement, ce sont des choses ce sont des boucles récursives, ce sont des choses extrêmement simples en programmation. Nos intuitions de ce qui est difficile ou ce qui serait difficile pour la machine sont extrêmement mauvaises. Et donc une évaluation, je dirais, par un non-technicien de ce qui sera difficile de refaire par une machine est souvent approximative et mauvaise. Une autre erreur qui est faite par eux, c'est d'imaginer que des tâches complexes pourraient ne pas être automatisées. Les tâches complexes sont rémunérées grassement dans nos sociétés, parce qu'on considère que le talent est limité pour le faire, et par conséquent, il y a une incitation importante, précisément, à les remplacer. Moi, je suis parti tout de suite, dès que j'ai travaillé dans la finance, on m'a mis à l'écriture de logiciels pour remplacer les traders, parce que les traders, vous le savez, ça coûte très cher, et donc il était important on pouvait mettre une mise de fonds importante pour la rédaction de programmes qui permettraient de les remplacer. Et vous savez que maintenant, sur les marchés boursiers, sur les marchés à terme, plus de 50% des opérations sont réalisées par des machines, on appelle des algos, des strats. Et la raison pour laquelle
qu'il n'y a pas plus de la moitié des opérations qui sont faites. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas parce qu'on ne pourrait pas remplacer tout le monde par des robots, c'est simplement parce qu'il faut qu'il y ait des êtres humains plumés qui soient moins intelligents, dont on puisse voler l'argent de cette manière-là. Bon, je vois un petit peu la mèche, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas remplacement total. Alors, c'était le dernier élément. Quand ces évaluations sont faites de 30 à 40% des activités qui sont remplacées, c'est à partir de notre connaissance actuelle de la robotique, du logiciel, de l'intelligence artificielle, sans tenir compte, parce qu'on ne sait pas comment il faudrait le faire, des progrès qui pourraient encore être acquis entre 2015 et 2030. Alors, nous sommes donc dans un monde où déjà le remplacement par la machine a lieu. D'autre part, le comportement dans un centre commercial où on achète des choses par prévision parce que la machine nous dit de le faire, nous coule entièrement dans un mode machinique. C'est-à-dire que nous ne créons pas la machine à notre image là, c'est la machine qui nous crée à l'image qu'elle a d'elle-même. Plus l'aspect sur lequel Bernard insiste à très juste titre, il appelle prolétarisation, c'est le fait qu'entre la personne, je vais prendre mon exemple, entre la personne qui mettait au point en 1991 un logiciel qui ferait des opérations automatiques sur les marchés boursiers, et la personne maintenant qui pousse sur le bouton à 9h et qui pousse sur l'autre bouton d'arrêt à 17h, il y a une déqualification absolument totale. Parce qu'il fallait avoir une certaine compréhension, une représentation, pas simplement technique d'écrire le programme, mais une représentation complexe du fonctionnement du marché boursier pour pouvoir écrire le logiciel. Maintenant, l'utilisateur pousse sur le bouton de départ, il pousse sur le bouton d'arrêt et éventuellement, s'il en a la capacité, il va analyser les données de ce qui s'est passé dans la journée à une vitesse entre 2000 et 5000 opérations à la seconde, ce qui ne permet pas, je dirais, une analyse extrêmement profonde de ce qui s'est passé. Je viens de parler des gens qui sont remplacés par le logiciel. En gros, ce sont ceux que François Quesnay, dans son portrait économique, son tableau économique de la France en 1756, appelle les classes laborieuses. Celles-là sont remplacées par la machine. Ça pose un problème déjà bien analysé par le philosophe suisse Sismondi dans les années 1810. Celui qui est remplacé par, celui ou celle qui est remplacé par la machine, dans nos systèmes sociaux, n'en bénéficie aucunement. Il pourrait en bénéficier indirectement s'il y avait des taxes sur l'utilisation de la machine et qui seraient distribuées par la suite. Le problème des classes laborieuses, c'est que le travail disparaît et à l'horizon de 2030, à mon avis, il y aura bien davantage de 30% à 40% de nos tâches qui seront remplacées par la machine. Je crois qu'on serait plus proche de 70 ou de 80. Tant pour les classes laborieuses. Les classes oisives, ce sont les classes qui bénéficient de la machinisation. Non pas sous la forme du remplacement de leur travail, parce qu'elles ne font pas de travail, mais elles avancent le capital. Le bénéfice, le coût du travailleur, c'est qu'il faut le payer pour revenir le lendemain matin. Le coût de la machine, c'est son achat et son entretien. La différence en coût entre l'un et l'autre, il va à la constitution du bénéfice de l'entreprise, du profit, qui se partage maintenant entre dividendes accordés aux actionnaires de l'entreprise et les salaires, les bonus démultipliés des dirigeants d'entreprise. Un seul chiffre rapidement, M. Henry Ford doit se justifier parce qu'il gagne 40 fois autant que l'employé le moins bien payé de son usine produisant des automobiles. Le chiffre actuel, pour les grosses entreprises transnationales, les dirigeants d'entreprise gagnent 450 fois le salaire moyen, pas le salaire le plus bas de l'entreprise, 450 fois le salaire moyen. D'où vient cet argent-là? C'est l'argent qui a été économisé en remplaçant l'homme pour la machine. Notre problème politique, c'est que ces classes oisives sont les moins bien placées pour voir qu'il existe un problème majeur à ce niveau-là. Elles sont par ailleurs aux manettes de la décision. Ce serait un aparté trop long si je parlais des pouvoirs des transnationales par rapport à celle des gouvernements, des parlements dans nos pays.
Il faut seulement savoir qu'une étude faite par une équipe dirigée par M. Battiston à l'Institut Polytechnique de Zurich a montré que 140 entreprises représentent 40% du pouvoir de décision dans le monde et que à peu près le double de l'ordre de 280 entreprises représentent 70% du pouvoir de décision dans le monde. Et il a attiré l'attention sur le fait que derrière ce chiffre de 280, il y a un nombre d'individus encore plus petit que cela. Alors, article qui remplace avantageusement toute thèse complotiste sur la direction du monde par un petit groupe de gens. Les chiffres sont là à votre disposition dans une publication d'ordre scientifique. Dernière remarque. Donc, ce que je veux souligner, c'est que dans ce manque de communication entre le philosophe et le prince, la constitution de classe de nos sociétés ajoute un obstacle supplémentaire, c'est que celui qui est en position de prendre des décisions est le moins bien placé pour voir la gravité des problèmes jusqu'au dernier moment, comme les premières classes sur le Titanic. Enfin, dernière remarque, nous le savons, question d'entropie et de négantropie, quand les problèmes de complexité deviennent trop grands dans nos sociétés, nous les résolvons. Jusqu'ici, nous n'avons encore qu'une solution, enfin nous en avons d'autres sur le papier, mais dans la réalité, nous n'en avons qu'une, c'est la guerre. C'est en conséquence de cela que la recherche en intelligence artificielle, à peu près partout, et sous la direction du ministère de la Défense, de l'armée. Un grand projet a été créé récemment d'intelligence artificielle dont les Chinois disent qu'ils veulent faire l'équivalent du projet Saturne aux États-Unis, c'est-à-dire l'envoi d'humains sur la Lune. Ils veulent en faire l'équivalent. Ils viennent de recruter M. Ng, je ne sais pas comment prononcer son nom, grand spécialiste de l'intelligence artificielle à Oxford, qui va s'occuper de l'équipe sous la direction de l'armée rouge chinoise. Cette approche-là n'est pas ancienne, n'est pas nouvelle non plus, et je vais terminer là-dessus. Quand j'ai dit que je travaillais sur un projet d'intelligence artificielle, j'ai dit que je travaillais dans le cadre de la compagnie qui s'appelle British Telecom. En 1990, on nous a appelés, on nous a dit, écoutez, avec la fin de la guerre froide, qui datait à peine d'un an, les budgets de l'armée ont été divisés par deux, c'était en Grande-Bretagne, et nous devons vous dire que en fait, vous ne travaillez pas pour nous, British Telecom, mais en réalité, vous travaillez pour le ministère de la Défense. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas dit? Eh bien, pour la raison qu'on nous a dit très clairement aussi. Si vous aviez su que c'était pour l'armée, peut-être que vous ne saviez pas là, ou peut-être que vous ne l'auriez pas fait. C'est la conclusion, je dirais, un peu dramatique, qui fait prendre au sérieux l'hypothèse de M. Martin Rees. Si nous ne prenons pas ça au sérieux, cette possibilité, simplement même à titre d'hypothèse, mais comme une hypothèse dont la réalisation n'est pas de probabilité zéro, il faut que nous modifions nos comportements vis-à-vis du numérique en général, pas seulement de l'Internet. Il faut que nous les changions du tout au tout et très rapidement. Merci.